Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Vali, raconte-moi une histoire. La librairie ambulante de Christopher Morley, chapitre 8. Très belle écoute à tous. Port-Vigor est une vieille ville fascinante. Elle est construite sur un bras de terre qui s'avance dans la baie. Au loin, on peut apercevoir l'extrémité de Long Island, que Mifflin regardait avec convoitise. Elle semblait le rapprocher de Brooklyn. Plusieurs goélettes voguaient le long de l'estuaire, profitant d'un vent frais. Il y avait une délicieuse odeur de saumure dans l'air. Nous nous rendîmes directement à la gare, où le professeur descendit de la roulotte. Il prit sa valise en cuir et enferma Bock à l'arrière pour éviter que le chien ne le suive. Puis il y eut une pause gênante, alors qu'il restait immobile à côté de la roue avant, la casquette à la main. « Eh bien, mademoiselle McGill, dit-il, il y a un train express à 17 heures. Avec un peu de chance, je serai à Brooklyn ce soir. L'adresse de mon frère est 600 Abingdon Avenue. J'espère que lorsque vous enverrez une carte aux sages, vous penserez à m'en poster une aussi. La librairie ambulante va beaucoup me manquer. Mais je préfère la savoir entre vos mains qu'entre celles de n'importe qui d'autre. » Il s'inclina très bas, et avant que je puisse dire un mot, il se moucha à grand bruit et s'éloigna rapidement. Je le vis porter sa valise à l'intérieur de la gare, puis il disparut. J'imagine que le fait d'avoir vécu seul avec Andrew pendant toutes ces années m'avait déshabitué aux excentricités du genre humain. Mais ce petit Barberousse était sans doute l'un des êtres les plus étranges qu'il soit donné de rencontrer. Bock hurlait à l'arrière, pitoyable, et je ne me sentais absolument pas d'humeur à vendre des livres à Port-Vigor. Je retournai en ville et m'arrêtai dans une auberge pour boire une tasse de thé et manger quelques toasts. En sortant, je constatai qu'une petite foule s'était rassemblée autant à cause de l'étrange apparence de la librairie ambulante que des cris plaintifs de Bock à l'intérieur. La plupart des badauds semblaient penser que ma roulotte faisait partie d'une ménagerie itinérante. Alors, presque contre mon gré, je relevai les volets, attachai Bock à l'arrière du fourgon et commençai à répondre aux questions plutôt drôles de la foule. 2 ou 3 personnes achetèrent des livres sans y être incitées, et je dus attendre un moment avant de pouvoir me sauver. Je pus finalement fermer le rabat et m'éloigner, car je craignais de rencontrer quelqu'un de ma connaissance. Tandis que je m'engageais sur la route de Woodbridge, j'entendis le sifflet du train de 17 heures pour New York. Les 32 kilomètres entre la ferme des Sabines et Port-Vigor m'étaient familiers, mais à mon grand soulagement, je pénétrais maintenant dans une région où je n'avais jamais mis les pieds. Lors de mes rares voyages à Boston, j'avais toujours pris le train à Port-Vigor, et les routes de campagne m'étaient donc inconnues. Si j'avais pris cette route, c'était parce que Mifflin m'avait parlé d'un fermier, M. Pratt, qui habitait à environ 6 kilomètres de Port-Vigor, en direction de Woodbridge. Apparemment, M. Pratt avait acheté plusieurs fois des livres au professeur, et ce dernier avait promis de lui rendre à nouveau visite. Je me sentis donc le devoir d'aller satisfaire un bon client. Après les aventures des 2 derniers jours, c'était presque un soulagement d'être seule pour réfléchir. Je me trouvais, moi, Hélène McGill, dans une situation bien étrange. Au lieu d'être chez moi à la ferme des Sabines, à préparer le souper, je roulais sur une route inconnue, unique propriétaire d'une librairie ambulante, sans doute unique au monde, d'une jument, d'un chien et d'une charretée de livres. Depuis hier matin, depuis ce jour où ma vie entière avait dévié de son orbite habituelle, j'avais dépensé 400 $ de mes économies. J'avais vendu pour environ 13 $ de livres. J'avais déclenché une bagarre et j'avais rencontré un philosophe. Ça n'était pas tout.
je commençais timidement à élaborer une nouvelle philosophie qui m'était propre. Et tout ça pour éviter qu'Andrew n'achète encore plus de livres. Au moins, j'avais réussi sur ce plan-là. Au moment où ses yeux s'étaient enfin posés sur la librairie ambulante, il l'avait à peine regardée, si ce n'est pour la tourner en dérision. Je me surpris à me demander si le professeur raconterait cette péripétie dans son livre, et même à espérer qu'il m'en enverrait un exemplaire. Mais après tout, pourquoi devrait-il la mentionner? Pour lui, ce n'était qu'une aventure parmi mille autres. Comme il l'avait dit à Andrew avec colère, il n'était rien pour moi, et je n'étais rien pour lui. Il ne pouvait imaginer qu'il s'agissait là de la toute première aventure que je vivais depuis 15 ans. Depuis tout ce temps consacré à compiler, comme disait-il, mon anthologie. Ah, sacré rouquin! Je laissai Bock attaché à l'arrière du fourgon, par crainte qu'un instinct saugrenu ne le pousse à partir à la recherche de son maître. Tandis que nous avancions en trottinant et que le soleil couchant projetait une lumière oblique sur le chemin, je me sentis un peu seule. Ce vagabondage solitaire était pour moi soudain après 15 ans de vie sédentaire. La route était proche de la rive et je regardais l'océan passer à un bleu plus intense, puis à un violet terne. J'entendais le ressac, et à l'extrémité de Long Island, un phare lointain brillait d'une étincelle rubis. Je pensais au petit homme roux qui fonçait vers New York, à bord de l'Express, et je me demandais en quelle classe il voyageait. Une confortable banquette Pullman serait bien méritée, après avoir enduré si longtemps le siège rugueux du fourgon. Peu à peu, nous finîmes par nous approcher d'une ferme qui me sembla être celle de M. Pratt. Elle avait été bâtie près de la route, devant une grange rouge volumineuse et une girouette dorée représentant un cheval au galop. Curieusement, Peg franchit le portail d'elle-même. Elle avait dû reconnaître l'endroit et hennit avec vigueur. Ce devait être un lieu de passage apprécié du professeur. À travers une fenêtre éclairée, je pouvais voir des gens assis autour d'une table. De toute évidence, les Pratt étaient en train de souper. Je fis halte dans la cour, quelqu'un regarda par la fenêtre, et j'entendis la voix d'une jeune fille. « Papa, la librairie ambulante vient d'arriver. » Le petit rouquin devait être un visiteur apprécié de cette ferme, car en un instant, après un raclement de chaises et un entrechoquement de couverts et d'assiettes, toute la famille sortit dans la cour. Un grand homme au teint hâlé, vêtu d'une chemise propre sans col, précédait le groupe, suivi d'une femme corpulente de ma taille, d'un ouvrier agricole et de 3 enfants. « Bonsoir, seriez-vous monsieur Pratt ?»« Ça, c'est sûr, » répondit-il. « Où est le professeur ?»« En route pour Brooklyn. Cette librairie est à moi. Il m'a dit de ne surtout pas oublier de vous rendre visite. Alors me voilà. »« Eh bien, voyez-vous ça ?» s'exclama madame Pratt. Qui aurait pu imaginer que la librairie ambulante accouche d'une romance? Ben va héberger les bestioles pendant que j'emmène madame Mifflin souper. Attendez un peu, je m'appelle McGill, mademoiselle McGill. Vous voyez, c'est peint ici sur la roulotte. J'ai acheté toute l'affaire à monsieur Mifflin. Il s'agit là d'une transaction strictement commerciale. Bien, bien, dit M. Pratt. Nous sommes heureux de recevoir tous les amis du professeur, quels qu'ils soient. Nous regrettons simplement qu'il ne soit pas là. Entrez, venez manger un morceau avec nous. M. et Mme Ben Pratt étaient, à n'en pas douter, des gens qui avaient bon cœur. M. Pratt mit Peg et Bock à l'abri dans la grange et leur donna à manger, tandis que Mme Pratt me fit monter dans sa chambre d'amis et m'apporta une cruche d'eau chaude. Puis, ils s'engouffrèrent tous dans la salle à manger et le repas recommença. Je m'y connais en cuisine fermière et je dois reconnaître que Bella Pratt était une femme au foyer de premier rang. Ses biscuits secs étaient parfaits.
son café un vrai moka, mijoté, pas bouilli. La saucisse froide et la salade de pommes de terre étaient aussi bonnes que celles qu'Andrew avait l'habitude de manger. Elle me fit servir en sus une omelette bien chaude et ouvrit un pot de sa propre confiture de fraises. Les enfants, 2 garçons et une fille, étaient assis bouche bée, se donnant des coups de coude, et M. Pratt sortit sa pipe pendant que je finissais de manger des poires pochées à la crème et du gâteau au chocolat. Un vrai festin. Je me demandais ce qu'Andrew était en train de manger et s'il avait trouvé l'endroit derrière le tas de bois où la poule rousse vient toujours pondre ses œufs. « Eh ben, dit M. Pratt, causez-nous du professeur. On y attendait cet automne, là a l'habitude de débarquer quand on y tire le cidre. » Il n'y a en fait pas grand-chose à dire. Il s'est arrêté chez nous l'autre jour et a dit qu'il voulait vendre son affaire. Je l'ai donc racheté. Il rêvait de retourner à Brooklyn et d'écrire un livre. « Ce livre, dit Madame Pratt. Il en causait sans arrêt, mais je pensais qu'il n'avait pas encore commencé. « Vous venez de quel coin, mademoiselle McGill ?» demanda Pratt. Je voyais bien qu'il était plutôt perplexe à l'idée qu'une femme puisse conduire seule un fourgon rempli de livres à travers le pays. « Pas loin de Redfield, répondis-je. « Vous êtes parent de cet écrivain qui habite par là-bas ?»« Vous voulez dire Andrew McGill ? C'est mon frère. »« C'est pas vrai !» s'exclama Madame Pratt. Le professeur le trouvait génial. Un soir, il nous a tous endormis avec un seul de ses livres. Pour lui, c'est le meilleur écrivailleur de tout ce pays. Je me mis à sourire en pensant à l'empoignade sur la route de Shelby. « Eh ben, dit Pratt, si notre professeur a des amis plus fidèles que nous dans la région, je serais heureux de les rencontrer. Il est venu par ici pour la première fois il y a en gros 4 ans. Cet après-midi-là, je trimais dans le champ de foin et j'entends un cri près de l'étang du moulin. Je regarde dans cette direction et je vois 2 gamins qui agitent les bras en gueulant. Je cours au bas de la colline où je tombe sur le professeur, qui tire mon fils Dick de l'eau. Dick, c'est lui. » Dick, un garçon d'environ 13 ans, se mit à rougir sous ses taches de rousseur. Les gosses faisaient des idiots sur un radeau et Dick est tombé près du barrage, à l'endroit le plus profond. Sauf qu'il ne savait pas nager. Le professeur qui roulait par là avec son machin y a entendu les garçons gueuler. Voilà Tipa qui saute son fourgon comme un chimpanzé, survole la clôture, plonge dans l'étang, nage jusqu'au barrage et nous ramène Dick jusqu'à la rive. Oui, madame, ce jour-là, ce philosophe y a sauvé la vie de mon garçon, et pas qu'avec des mots. Cet homme, il peut m'endormir avec sa poésie tous les soirs si ça lui chante. Un fiévier sacré gaillard, le professeur. Le fermier tira fortement sur sa pipe. Pour sûr, son amitié pour le libraire ambulant lui tenait à cœur. « Ouais, madame, continua-t-il. Le professeur, c'est de l'amitié solide, vous pouvez y croire. » On les a ramenés à la maison, lui et le garçon. Le gamin avait coulé 3 fois et le professeur a dû plonger pour le pêcher. Ils étaient les 2 claqués, j'ai pas honte que j'ai eu peur. Mais on n'a fait que Dick qui s'en sorte. On te l'a roulé, le Dick, sur une barrique de sucre pour que tu craches l'eau de ses poumons. On te l'a gavé de whisky, on y a travaillé les bras et puis on te l'a enroulé dans la couverture très chaude. À un moment, il est revenu à nous. C'est alors que j'y découvre que le professeur a sauté la clôture de fil de fer barbelé comme un singe quand il s'était lancé à l'étang. Il y avait un trou dans sa jambe qu'on pouvait y mettre 4 doigts. Son froc y était raide comme une planche avec son sang tout séché, mais lui pipait mou. Le gringalet le plus héroïque des 3 États à la ronde. Et ben lui aussi on te l'a foutu au lit. Et voilà Tipa que ma femme elle se prend de tourner l'œil et encore une au lit. Quand le doc il se pointe, il y avait 3 patients. Maudit après-midi d'été. Mais Dieu bénisse, le professeur y est pas resté alité bien longtemps. Dès le lendemain, il est sorti chercher ses bouquins de poésie. Et avant qu'on a pu dire quoi que ce soit, il nous avait tous rassemblés pour nous y prêcher de la bonne littérature, comme s'il était évangéliste. Je crois qu'on a tous piqué du nez à y entendre ses poèmes, alors il nous y a tous embarqués sur cette histoire d'île au trésor. Pas vrai, mère? Sacré non, il n'y a plus personne qui y piquait du nez à y écouter cette histoire-là.
et a donné envie aux mômes de lire, à quoi ils ne sont jamais arrêtés, et dit que maintenant c'est le meilleur à l'école. La maîtresse lui a dit qu'elle avait jamais vu un garçon doué comme ça pour lire. C'est tout ça que le professeur y a fait pour nous. Mais parlez de vous, mademoiselle McGill. C'est quoi les bons livres qu'on doit lire? Moi, ce gars Shakespeare, mon père y en parlait tellement que je rêvais de le lire. Le professeur, il disait que je n'étais pas de niveau. Ça me prit aux tripes d'entendre tout ça à propos de Mifflin. Je voyais bien le petit homme magistral captiver les Pratt, cette famille au cœur simple, par son éloquence et son ardeur. Et l'histoire de l'étang du moulin ne manquait pas de profondeur. Le petit Barberousse n'était pas un vagabond. C'était un homme, un vrai, à la tête froide et à l'esprit équilibré. Bref, un être qui rassemblait toutes les qualités d'un véritable héros. J'eus soudain chaud au cœur en me rappelant son sens de l'humour. Madame Pratt alluma un feu dans son poêle Franklin, et je me suis creusé la tête en me demandant comment je pourrais marcher dignement sur les traces du professeur. En fin de compte, j'allais chercher le livre de la jungle dans la roulotte, et je leur lus l'histoire de Rikki-Tikki-Tavi. Il y eut une longue pause lorsque j'eus terminé. « Dis donc pas, demanda timidement Dick. Cette mangouste ressemble beaucoup au professeur, n'est-ce pas ?» Le professeur était à l'évidence le héros indiscutable de cette famille, et je commençais à développer le syndrome de l'imposteur. C'était peut-être déraisonnable de ma part, mais j'avais déjà décidé de pousser jusqu'à Woodbridge ce soir-là. Il ne devait pas y avoir plus de 6 ou 7 kilomètres à parcourir, et il était à peine un peu plus de 20 heures. Je ressentais comme un pincement de gêne, une forme d'agacement, parce que j'avais l'impression désagréable de toujours cheminer dans l'ombre du prestigieux professeur. Les Pratt ne parlaient que de lui. Je voulais être accueilli quelque part où je serais estimé à ma propre valeur, et pas en tant que disciple. Maudit Barberousse, me dis-je, je crois bien qu'il a ensorcelé tous ces gens. Et malgré leurs protestations et leurs invitations à passer la nuit sur place, j'insistais pour que Peg soit attelée. Je leur donnais l'exemplaire du livre de la jungle en guise de remerciement pour leur hospitalité, et j'acceptais finalement de vendre à M. Pratt un petit exemplaire des contes de Shakespeare, de Charles et Mary Lamb, que je l'imaginais pouvoir lire sans nécessairement succomber à une fièvre cérébrale. J'allumai ensuite ma lanterne, et après un chœur d'adieu, ma librairie s'éloigna enfin. « Eh bien, me dis-je, en reprenant la grande route, que le petit homme roux aille au diable à hypnotiser ainsi son monde. Il ne doit pas être loin de Brooklyn à l'heure qu'il est. » Le long de la route, c'était très silencieux, très sombre aussi, car le ciel s'était couvert de nuages et je ne voyais ni lune ni étoile. Comme la route était toute droite, je n'aurais dû rencontrer aucune difficulté, mais j'imagine que j'ai dû m'assoupir, et que Peg a profité de ma somnolence pour prendre un mauvais chemin. Quoi qu'il en soit, je me rendis compte vers 21h30 que ma roulotte se trouvait sur une voie beaucoup plus accidentée que la grande route ne pouvait l'être, et qu'il n'y avait plus de poteaux téléphoniques en vue. Je savais qu'il longeait la route principale, et il était donc évident que je m'étais égarée. Je cherchais encore à me convaincre que je ne m'étais pas trompée quand Peg trébucha lourdement et s'immobilisa. Elle ne prêta aucune attention à mes ordres, et lorsque je descendis avec ma lanterne pour voir si quelque chose barrait le chemin, je m'aperçus qu'elle avait perdu un de ses fers et que son pied saignait. Le fer avait dû se décrocher un peu plus tôt, et la pauvre bête était blessée dans sa chair. Je ne vis pas d'autre solution que de rester là où j'étais cette nuit. Tout ça n'était pas très réconfortant, mais les aventures de la journée m'avaient mise dans un état d'esprit stoïque, et je ne voyais pas l'intérêt qu'il y aurait à me plaindre. Je détachai Peg, lui épongeai le pied et l'attachai à un arbre. Je me serais volontiers lancée dans des explorations plus minutieuses pour déterminer exactement où je me trouvais, mais une pluie battante commença à tomber.
Je montais donc dans la carriole avec Bock dans les bras et j'allumais la lampe oscillante située sous la lucarne. Il était alors presque 22 heures. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'aller dormir. Alors j'enlevai mes bottes et m'allongeai sur la couchette. Bock se blottit confortablement sur le plancher de la roulotte. J'avais l'intention de lire un peu et je n'éteignis pas la lumière, mais je m'endormis presque aussitôt. Je me réveillai à 23h30 et éteignis la lampe qui avait réchauffé toute la roulotte. J'ouvris les petites fenêtres à l'avant et à l'arrière. Et j'aurais voulu ouvrir la porte, mais je craignais que Bock ne s'échappe. Il pleuvait encore un peu. À mon grand déplaisir, je me sentais très éveillée. Je restais un moment allongée à écouter le crépitement des gouttes de pluie sur le toit et sur la lucarne. Un son apaisant quand on est au chaud et en sécurité. De temps en temps, j'entendais Peg trépigner dans les sous-bois. J'étais sur le point de m'assoupir à nouveau quand Bock poussa un grognement rauque. Aucune femme de ma corpulence ne devrait jamais être effrayée, je suppose, mais ma quiétude s'est évanouie d'un coup. Le clapotis de la pluie semblait désormais menaçant, et j'imaginais toutes sortes d'horreurs. J'étais seule et désarmée, et Bock n'était pas bien gros comme chien. Il grogna de nouveau et je me sentis encore plus terrorisée. Je crus entendre des bruits furtifs dans les buissons, et Peg renifla une fois comme si elle était apeurée. Je posai la main sur Bock pour le caresser et constatai que les poils sur son cou étaient tout hérissés, comme la crête d'un coq de combat. Il poussa un étrange grondement, à mi-chemin entre un grognement et un gémissement, qui me fit froid dans le dos. Quelqu'un devait rôder autour du fourgon, mais avec la pluie qui tombait, je n'entendais rien. Je pris la décision d'agir. Je ne voulais pas crier, de crainte de trahir le fait qu'une femme seule se trouvait dans la roulotte. Ma situation était tout à fait absurde. Mais comme vous le savez déjà, pour moi la meilleure défense reste l'attaque. Je saisis donc une de mes bottes et la frappai vigoureusement contre le plancher, tout en grognant d'une voix aussi grave et masculine que possible. « Qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Ça peut sembler bête, je sais, mais ça m'a soulagée. Et comme Bock cessa bientôt de grogner, cela servit apparemment à quelque chose. Je restais longtemps éveillée, les nerfs mis à rude épreuve. Puis je commençai à me calmer, et je m'assoupis presque malgré moi, lorsque je fus réveillée par le bruit inimitable de la queue de Bock frappant le sol, trahissant sa joie. Ce tapement répété m'intriguait tout autant que ces grognements. Je n'osais toujours pas allumer la lampe, mais je l'entendis renifler à la porte de la roulotte et gémir d'impatience. Cela me parut très étrange. Alors je sortis à nouveau furtivement hors de la couchette et frappai le sol avec force, cette fois avec la poêle à frire, ce qui produisit un vacarme épouvantable. Peg hennit et renifla, et Bock se mit à aboyer. Bien qu'anxieuse, je faillis rire. On se croirait dans un asile d'aliénés, pensai-je, tout en me disant que ce chahut n'était sans doute dû qu'à un petit animal. Peut-être un lapin ou une moufette, que Bock avait reniflé qu'il voulait chasser. Je le caressais et me glissais une fois de plus dans ma couchette. Je n'avais pas encore atteint le sommet de ma fébrilité. Environ une demi-heure plus tard, j'entendis clairement des pas le long de la roulotte. Bock rogna avec fureur, et je restais allongée, immobile, paniquée. Quelque chose secoua l'une des roues. C'est alors qu'éclata un vacarme des plus extraordinaires. J'entendis des pas rapides, Peg hennit, et quelque chose tomba lourdement contre l'arrière du fourgon. Il y eut une violente bagarre au sol, des bruits de lutte et d'individus hors d'haleine.
Cœur battant, je jetai un coup d'œil par l'une des fenêtres arrière. Il n'y avait presque pas de lumière, mais j'aperçus tout de même une masse corpulente qui se tortillait par terre. Quelque chose cogna l'une des roues arrière, si bien que tout le fourgon trembla. J'entendis des jurons rocailleux, puis la grosse masse, quelle qu'elle soit, roula dans les broussailles. Il y eut un énorme fracas et des brindilles qui craquaient. Bock gémit, grogna et donna des coups de patte effrénés contre la porte, puis ce fut le silence complet. Mes nerfs étaient déjà bien entamés à ce moment-là. Je ne crois pas avoir été aussi effrayée depuis l'enfance, quand je m'éveillais d'un cauchemar. De petites décharges d'effroi montaient et descendaient le long de ma colonne vertébrale et de mon cuir chevelu. Je hissai Bock sur la couchette et m'allongeai, une main sur son collier. Lui aussi semblait agité. Il reniflait avec méfiance de temps en temps. Il finit par soupirer et s'endormir. Je pensais qu'il devait être 2 heures, mais je ne voulus pas allumer. Enfin, je sombrai dans le sommeil. Lorsque je me réveillai, le soleil brillait et l'air était empli du gazouillis des oiseaux. Je me sentais raide, pas à l'aise d'avoir dormi dans mes vêtements, et mon pied était engourdi par le poids de Bock. Je me levai et regardai par la fenêtre. La roulotte se trouvait sur un chemin étroit, près d'un bosquet de bouleaux. Le sol était boueux et maculé d'empreintes de pas derrière le fourgon. J'ouvris la porte et regardai autour de moi. La première chose que je vis par terre, près d'une des roues, était une casquette en tweed bien abîmée. Chapitre 9. Mes sentiments étaient aussi mitigés qu'un sundae aux noix concassées. Le professeur n'était donc finalement pas allé à Brooklyn. Dans quelle intention était-il venu rôder autour de moi comme un limier? La librairie ambulante lui manquait-elle à ce point? C'était peu probable. Et tous ces bruits horribles que j'avais entendus pendant la nuit, un vagabond avait-il traîné aux abords du fourgon dans l'intention de me voler? Ce vagabond avait-il attaqué Mufflin, ou bien Mufflin avait-il attaqué le vagabond? Qui avait pris le dessus? Je ramassai la casquette boueuse et la jetai dans la roulotte. De toute façon, j'avais mes propres soucis à régler, et ceux du professeur pouvaient attendre. Bégayit en me voyant. J'examinais son pied. À la lumière du jour, il n'était pas difficile de comprendre son problème. Un long morceau d'ardoise dentelée était enfoncé dans sa fourchette. Je l'arrachai facilement, fis chauffer de l'eau et puis passai un autre coup d'éponge sur le sabot. Tout irait pour le mieux une fois qu'il serait à nouveau ferré. Mais où était passé le fer? Je lui donnai de l'avoine, me préparai un œuf et une tasse de café sur le petit réchaud à kérosène et lançai à Bock un biscuit pour chien. Je m'émerveillais une fois de plus en découvrant à quel point le fourgon était bien équipé. Bock m'aida à récurer la casserole. Il renifla avidement la casquette quand je la lui montrai et remua la queue. Il me semblait que la seule chose à faire était de laisser la roulotte et les animaux là où ils étaient et de revenir sur mes pas pour retourner à la ferme des Pratt. Monsieur Pratt serait sans doute heureux de me vendre un fer à cheval et même d'envoyer son commis exécuter le travail à ma place. Je ne pouvais pas emmener Peg dans cet état, avec un sabot endolori et sans fer. Je jugeais que la librairie serait en sécurité. Le chemin semblait isolé et menait à une carrière déserte. J'attachai Bock à l'arrière de la carriole afin qu'il monte la garde. Je pris mon sac à main et la casquette du professeur, fermai la porte du fourgon à clé et me mis en route sur ce chemin de traverse. Bock gémit et tira violemment sur sa laisse lorsqu'il me vit disparaître, mais je ne voyais pas d'autre façon de m'en sortir. Le chemin rejoignait la route principale environ 500 mètres plus loin. Je devais m'être endormi, sinon je n'aurais jamais pu commettre l'erreur de m'y engager.
Je ne comprenais pas pourquoi Peg avait décidé de tourner, à moins qu'elle n'ait déjà eu mal aux pieds et qu'elle ait jugé que le chemin de travers serait un bon endroit pour se reposer. Elle devait avoir l'habitude de passer la nuit à la Belle Étoile. J'avançais sans traîner en pensant à tout ce qui venait de m'arriver et résolus d'acheter un pistolet quand je parviendrais à Woodbridge. Je me souviens avoir pensé que je pourrais désormais écrire une bonne intrigue moi-même. Je commençais déjà à me sentir l'âme d'une pionnière endurcie. Il ne faut pas si longtemps à une personne ouverte d'esprit pour s'habituer à un nouveau mode de vie, et la routine monotone de la ferme me paraissait bien terne comparée à mes aventures avec cette librairie. Une fois que j'aurai dépassé Woodbridge et traversé le fleuve, je commencerai à vendre des livres pour de bon. J'achèterai également un carnet, j'y noterai toutes mes expériences. J'avais entendu parler du métier de libraire comme étant particulièrement adapté aux femmes, mais je restais convaincue que ma façon de l'exercer avait probablement quelque chose d'unique. Qui sait, je finirais peut-être même par écrire un livre qui rivaliserait avec ceux d'Andrew, oui tout à fait, et avec celui de Mifflin. Et cela aiguilla à nouveau mes pensées vers Barberousse. De toutes les personnes étonnantes qu'il m'avait été donné de rencontrer, je me disais qu'il était certainement le plus incroyable. Et puis, au détour d'un virage, je le vis assis sur une palissade, le crâne reluisant aux rayons du soleil. Mon cœur fit une espèce de bond. Je crois bien que je commençais à me prendre d'affection pour le professeur. Il examinait quelque chose qu'il tenait à la main. « Vous allez attraper une insolation, dis-je. Voici votre casquette. » Je la sortis de ma poche et la lui lançai. « Merci, » répondit-il sur un ton aussi désinvolte que possible. « Et voici votre fer à cheval. C'est ce qu'on peut appeler un échange équitable. » J'éclatai de rire et comme je l'espérais, il eut l'air déconcerté. « Je vous imaginais à Brooklyn à l'heure qu'il est, dis-je, au 600 Abington Avenue, en train de rédiger votre premier chapitre. Qu'est-ce que c'est que cette façon de m'épier? Vous avez failli me faire mourir de peur hier soir. J'avais l'impression d'être une des héroïnes de Fenimore Cooper, enfermée dans sa cabane pendant que les Peaux-Rouges rôdent. » Il rougit et parut très mal à l'aise. « Je vous dois des excuses, avoua-t-il. Je n'ai jamais eu l'intention de vous imposer ma présence à nouveau. J'ai acheté mon billet de train pour New York et j'ai même fait enregistrer ma valise. Et puis, pendant que j'attendais le train, il m'est venu à l'esprit que votre frère avait raison et qu'il était sacrément risqué de vous balader seul avec cette librairie ambulante. J'ai craint qu'il ne vous arrive quelque chose. J'ai donc pris la décision de vous suivre, mais en restant suffisamment éloigné pour ne pas être vu. Où étiez-vous pendant que j'étais chez les Pratt? Assis non loin de là, en train de manger du pain et du fromage, répondit-il. J'ai aussi écrit un poème, ce que je fais très rarement. Eh bien, vos oreilles ont dû vous siffler, ai-je dit, car les Pratt vous ont sans aucun doute élevé au rang de demi-dieu. Il était plus mal à l'aise que jamais. Oui, j'avoue que c'était une erreur, mais bon, le fait est que je vous ai suivi. Quand vous avez tourné sur cette voie secondaire, je me suis mise à vous suivre de plus près. Il se trouve que je connais bien ce coin et qu'il y a très souvent des vagabonds qui traînent autour de l'ancienne carrière située à l'extrémité de cette piste. Ils y ont une grotte où ils prennent leur quartier d'hiver. Je craignais que certains d'entre eux ne vous importunent. Vous auriez difficilement pu choisir un pire endroit pour camper. Sur la tombe de George Eliot, Pratt aurait dû vous prévenir. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi vous n'avez pas passé la nuit chez lui. Si vous tenez vraiment à savoir ce qu'il en est, je n'en pouvais plus de les entendre chanter vos louanges. Je vis que mes remarques commençaient à l'agacer. « Je regrette de vous avoir tracassé, dit-il. Je vois que Peg a perdu un fer. Je vous prie de bien vouloir me laisser m'en occuper, après quoi je ne vous dérangerai plus. »
Nous avons rebroussé chemin et je remarquai pour la première fois le côté droit de son visage. Sous l'oreille, il avait une grosse ecchymose. « Ce vagabond, ou qui que ce soit, dis-je, semble avoir été un adversaire plus pugnace qu'Andrew. Il vous a fait atterrir un sacré coup sur la joue. Vous vous battez toujours comme ça ?» Son agacement prit fin. Apparemment, le professeur coûtait presque autant les bagarres que les bons livres. « S'il vous plaît, ne considérez pas les dernières 24 heures comme révélatrices de ma personne, déclara-t-il en souriant. J'ai si peu l'habitude d'être le chevalier servant de gentes dames que je prends peut-être mes responsabilités trop au sérieux. Avez-vous seulement dormi la nuit dernière ? Demandai-je. À ce moment-là, je crois que j'ai réalisé pour la première fois que cette vaillante petite créature était restée toute la nuit dehors sous une pluie battante, simplement pour me protéger d'un éventuel désagrément, et que, depuis lors, j'avais été d'une impardonnable impolitesse à son endroit. J'ai trouvé une très belle meule de foin dans un champ surplombant la carrière. Je m'en suis fait un nid douillet. Une meule de foin est parfois plus confortable qu'une pension de famille. « Eh bien, dis-je un peu honteuse, je ne pourrai jamais me pardonner tous les ennuis que je vous ai causés. Vous avez été vraiment gentil de faire ce que vous avez fait. S'il vous plaît, mettez votre casquette maintenant et n'attrapez pas froid. » Nous marchâmes quelques minutes en silence. Je l'observais du coin de l'œil. Je craignais qu'il tombe malade à force d'être resté dehors toute la nuit sous la pluie, sans parler de sa bagarre avec le vagabond. Or, il paraissait plus en forme que jamais. « Que pensez-vous de l'aspect tumultueux du métier de libraire ? Vous devez lire Georges Borrow. Il aurait apprécié cette librairie ambulante. » Au moment où je suis tombée sur vous, j'étais justement en train de me dire que je pourrais écrire un livre sur mes aventures. Excellent, nous pourrions même l'écrire ensemble. Il y a une autre chose pour laquelle nous pourrions collaborer, et c'est le petit déjeuner. Je suis certaine que vous n'en avez pas pris. Non, répondit-il, je ne pense pas avoir petit déjeuner. Je ne mange jamais quand je sais qu'on ne me croira pas. Je n'en ai pas pris non plus, dis-je. À ce moment-là, je me suis dit qu'un mensonge serait la moindre des choses pour récompenser le petit homme de son altruisme. « Ah bon ?» dit-il. « Je pensais pourtant qu'à cette heure-ci, il s'interrompit. »« Est-ce Bock qu'on entend aboyer ?» demanda-t-il brusquement. Nous avions marché lentement et n'avions pas encore atteint l'endroit où le chemin bifurquait de la route principale. Nous étions encore à 1 kilomètre de l'endroit où j'avais passé la nuit. Nous écoutâmes tous deux d'une oreille attentive, mais je n'entendis rien d'autre que le chant des fils téléphoniques le long de la route. « Tout de même, dit-il, il me semble avoir entendu un chien. » Il n'en accéléra pas moins le pas. « Je disais, poursuivit-il, que je pensais avoir perdu ma librairie ambulante pour de bon ce matin, mais je suis enchanté d'avoir la chance de la revoir. J'espère qu'elle sera pour vous une aussi bonne amie qu'elle l'a été pour moi. J'imagine que vous la vendrez quand vous reviendrez vivre avec le sage. » « Je n'en ai aucune idée, répondis-je. Je dois avouer que je suis un peu déboussolée. Mon désir d'aventure semble m'avoir entraîné plus loin que je ne m'y attendais. Je commence à comprendre que la vente de livres est plus complexe que je ne le pensais. En toute honnêteté, ce métier va finir par me prendre aux tripes. « Eh bien, voilà une bonne nouvelle !» s'exclama-t-il de bon cœur. « Je n'aurais pu laisser ma librairie ambulante entre de meilleures mains. Tenez-moi au courant de ce que vous ferez, parce que, qui sait, peut-être que lorsque j'aurai terminé mon livre, je pourrai vous la racheter. » Nous nous engageâmes sur le chemin de traverse. Le sol était glissant sous les arbres et nous nous mîmes en file indienne. Mufflin en tête, un coup d'œil à ma montre. Il était 9 heures, 1 heure exactement depuis que j'avais quitté la roulotte. Plus nous nous approchions de l'endroit, plus Mufflin regardait devant lui, à travers les bouleaux, d'une manière étrange. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui demandai-je. « Nous y sommes presque, n'est-ce pas ?»« Nous y sommes, dit-il. C'est ici. » La librairie ambulante avait disparu. Chapitre 10. Nous restâmes abasourdis, surtout moi.
pendant à peu près aussi longtemps qu'il faut pour éplucher une pomme de terre. Il n'y avait aucun doute sur la direction dans laquelle la roulotte s'était déplacée, car les traces de roues étaient flagrantes. Elle avait continué le chemin en direction de la carrière. Dans la terre encore détrempée, il y avait de nombreuses empreintes de pas. « Sur la tombe de Polycarpe !» s'exclama le professeur. « Ces voyous ont volé la librairie. Je suppose qu'ils ont l'intention de s'en faire un bon wagon-lit Pullman. Si j'avais su qu'ils étaient plusieurs, je serais resté plus longtemps dans le coin. Ils méritent une bonne leçon. » « Seigneur, me dis-je, voilà Don Quichotte sur le point de se lancer dans une nouvelle rixe. »« Ne devrions-nous pas plutôt retourner chercher Monsieur Pratt ?» demandai-je. Ce n'était manifestement pas le genre de conseil à lui donner. L'idée attisa encore la fougue du flamboyant petit homme. Sa barbe se hérissa. « Hors de question, dit-il. Ces types sont de toute façon des lâches et des vagabonds. Ils ne doivent pas être loin. Vous n'avez pas été absente plus d'1 heure, n'est-ce pas? S'ils ont fait quoi que ce soit à Boc, sur la tombe de Chaucer, je vais les démolir. » Je me disais bien que je l'avais entendu aboyer. Il s'empressa de suivre les traces, et je lui emboîtais le pas paniqué. La piste serpentait à flanc de colline entre un haut talus et une forêt de bouleaux. La distance ne pouvait pas avoir été supérieure à 500 mètres. Quoi qu'il en soit, au bout de quelques minutes, la piste marqua un virage serré sur la droite, et nous nous retrouvâmes surplombant la carrière, au-dessus d'une paroi rocheuse abrupte d'au moins une 30aine de mètres. En contrebas, sur un côté, se trouvait la librairie, plus du tout ambulante. Peg était toujours entre ses harnais. Boc, quant à lui, n'était visible nulle part. 3 hommes à l'allure peu recommandable étaient assis près de la roulotte. La fumée de leur feu de camp s'élevait dans les airs. Visiblement, ils étaient en train de faire main basse sur mon petit garde-manger. « Tenez-vous à l'écart, » dit le professeur à voix basse. « Ne les laissez pas nous voir. » Il s'aplatit dans l'herbe et rampa jusqu'au bord de la falaise. Je fis de même et nous restâmes là, invisibles d'en bas, mais en mesure de voir tout ce qui se passait dans la carrière. Les 3 vagabonds semblaient apprécier notre excellent petit déjeuner. « Cet endroit est un repère habituel pour ces gars, » chuchota Mufflin. « Je les vois rôder ici chaque année. En général, ils prennent leur quartier d'hiver vers la fin du mois d'octobre. Il y a une vieille section dynamitée de cette carrière qui leur sert de dortoir abrité, et comme l'endroit n'est plus exploité, ils ne sont pas dérangés tant qu'ils ne font pas de bêtises dans le voisinage. Nous allons leur donner... »« Mains en l'air !» dit une voix rauque derrière nous. Je me retournai. Un type bestial. Le visage aviné et l'air menaçant, nous mettait en joue avec un revolver scintillant. La situation était pour le moins délicate. Le professeur et moi étions allongés de tout notre long. Nous étions sans défense. « Lève-toi !» dit le vagabond d'une voix âpre et méchante. « Tu crois qu'on n'allait pas monter la garde? Eh ben, je vais devoir vous attacher. Je pense bien, pendant qu'on va se casser avec votre palais de cristal. » Je me levai d'un bond, mais à ma grande surprise, le professeur resta allongé de tout son long. « Lève-toi, bouffon !» vociféra le vagabond. « Lève-toi sur tes courtes pattes, s'il vous plaît !» Je pense qu'il ne s'imaginait pas qu'une femme aurait le courage de l'attaquer. Quoi qu'il en soit, il se pencha avec l'intention d'attraper Mufflin par la peau du cou. Je saisis ma chance et lui sautai dessus par derrière. Je pèse un certain poids, comme je l'ai déjà dit, et il s'étala sur le sol. Mes doutes quant au fait de savoir si le pistolet était chargé furent promptement dissipés, car le coup partit en faisant un bruit d'enfer. Par chance, personne ne se trouvait dans sa ligne de mire, et Mufflin fut debout en un éclair. Il saisit le gredin à la gorge et lui arracha d'un coup de pied l'arme des mains. Je courus la ramasser. « Espèce de fils de Satan !»
dit le vaillant Barberousse. Tu croyais pouvoir nous intimider? Mademoiselle MacGill, vous avez été aussi preste que Jeanne d'Arc. Passez-moi le pistolet, s'il vous plaît. Je le lui donnai, et il le fourra sous le nez du brigand. Maintenant, dit-il, enlève ce chiffon de ton cou. Le chiffon était un vieux mouchoir rouge outrageusement sale. Le malfrat l'enleva en grognant et en gémissant. Mufflin me confia le pistolet pendant qu'il ficelait les poignets de notre prisonnier. Tout à coup, des cris surgirent de la carrière. Ses trois compères braillaient d'excitation. « Tu diras à ces dandys, dit Mufflin tout en nouant les mains du voyou, que s'ils tentent quoi que ce soit, je les abats comme des corbeaux. » Son ton était glacial, sa voix menaçante, et il semblait tout à fait maître de la situation. Mais je dois avouer que je me demandais comment nous allions prendre le dessus sur 4 hommes à la fois. Le sale type cria quelque chose à ses copains, mais je n'entendis rien car à ce moment-là, le professeur me demanda de garder notre prisonnier en joue pendant qu'il se procurait un bâton. Je matins le pistolet pointé sur sa tête, tandis que Mufflin retournait en courant dans le bois de bouleau, se couper un gourdin. Le visage du malfrat virait à la couleur du dessous d'un œuf au plat, alors qu'il fixait la bouche de son propre pistolet. « Attention, dame, plaida-t-il, c'te flingue y part comme rien. Visez ailleurs ou il risque de me refroidir tout net. » Je pensais qu'une bonne frayeur ne lui ferait pas de mal, et je tins le canon braqué sur lui. Les coquins en bas semblaient se demander quoi faire. J'ignore s'ils étaient armés ou non, mais à mon avis, ils pensaient que nous étions plus de 2. Quoi qu'il en soit, le temps que Mufflin revienne avec une sacrée branche de bouleau, je les vis se débiner de la carrière. Le professeur jura et sembla vouloir se lancer à leur poursuite, mais il s'abstint. « Écoute-moi bien, toi, dit-il d'un ton sec au vagabond. Marche devant nous jusqu'à la carrière. » Le gros scélérat s'engagea maladroitement sur le sentier. Nous dûmes faire un long détour pour rejoindre la carrière, et lorsque nous y parvînmes, ces 3 compères s'étaient éclipsés. À dire vrai, cela me soulagea, d'autant plus que le professeur avait encaissé assez de coups pendant ces dernières 24 heures. Peg hennit bruyamment en nous voyant arriver, mais Bock semblait avoir disparu. « Qu'as-tu fait du chien, espèce de porc ?» dit Mufflin. « Si tu lui as touché un poil, je te fais la peau. » Notre prisonnier ne faisait plus le fier. « Non, boss, on n'y a pas fait de mal au kleps, pleurnicha-t-il. Juste attaché pour qu'il aboie pas, c'est tout. Il est dans le fourgon. » À ce moment-là, nous entendîmes des jappements et des gémissements étouffés en provenance de la roulotte. Je me précipitai pour ouvrir la porte, et Bock était là, les mâchoires liées par un bout de corde. Il sortit en bondissant et exprima sa joie de revoir le professeur, avec une vivacité canine particulièrement remarquable. Il ne m'accorda que peu d'attention. « Bon, » dit Mufflin, après avoir libéré le museau du chien, qu'il retenait à grand-peine de planter ses canines dans le tibia du vagabond. Que faire à présent de ce héros? Devrions-nous le traîner jusqu'à la prison de Port-Vigor ou le laisser partir? Le chenapan se lança dans une longue plainte qui en devenait presque comique, tant elle était lamentable. Le professeur y coupa court. « Je devrais te foutre en tôle. D'ivoire. C'était toi le Phébus Apollon avec qui je me suis battu sur la piste la nuit dernière? C'est toi qui rôdais autour de ce fourgon? » « Non, boss, c'était Sam Bec de Lièvre. Je vous le jure devant Dieu. Quand il est redescendu, il a dit qu'il s'était battu avec un puma. Faut dire, boss, que vous l'avez amoché comme il faut. Il y a une de ses prunelles qui avait plus de lumière. Boss, je te jure qu'il n'y a rien y à voir avec tout ça. J'aime pas ta compagnie, dit le professeur, et je vais te relâcher. Je vais compter jusqu'à 10. Et si t'es pas sorti de cette carrière d'ici là, je tirerai. Et si je te revois, je t'écorche vif. Maintenant, dégage. » Le professeur coupa le chiffon qui servait de menotte. Le vagabond ne se fit pas prier. Il tourna les talons et déguerpit comme un lapin.
Le professeur le regarda partir, et au moment où la grosse silhouette disgracieuse s'engouffrait dans la forêt, il tira un coup de revolver en l'air pour l'effrayer encore davantage. Puis il jeta l'arme dans l'étang à proximité. « Eh bien, mademoiselle McGill, dit-il en riant, si vous voulez préparer le petit déjeuner, je vais aller de mon côté m'occuper de Peg. » Et il tira une fois de plus le fer à cheval de sa poche. Une brève inspection de la roulotte me permit de constater que les voleurs n'avaient pas eu le temps de faire de réels dégâts. Ils avaient sorti la plupart des victuailles et les avaient étalées sur un rocher plat en prévision d'un festin. Ils avaient aussi introduit une bonne quantité de boue à l'intérieur, mais pour le reste, je ne vis rien d'anormal. Ainsi, pendant que Mufflin s'occupait du sabot de Peg, il me fut facile de préparer le petit déjeuner. Je repérai un filet d'eau propre qui ruisselait le long de la paroi du rocher. Il y avait encore des œufs, du pain et du fromage dans le petit placard, ainsi qu'une boîte de lait concentré non ouverte. Je donnai à Peg sa musette d'avoine et je nourris Bock qui gambadait de bonne humeur. À ce moment-là, le ferrage était terminé et le professeur et moi nous nous assîmes autour d'un repas improvisé. J'eus la sensation que cette existence de tzigane devenait le cours normal de ma vie. « Eh bien, professeur, lui dis-je en lui tendant une tasse de café et une assiette d'œufs brouillés et de fromage. Pour un homme qui a dormi dans une meule de foin humide, vous vous acquittez de votre tâche avec excellence et bravoure. La vieille librairie en aura essuyé des tempêtes, s'exclama-t-il. J'avais l'habitude de penser que la principale difficulté pour écrire un livre était d'inventer des circonstances captivantes. Mais si je devais me borner à m'asseoir et à écrire les aventures que j'ai vécues avec elle, ce serait une véritable odyssée. Et le pied de Peg, peut-elle voyager dans cet état? Tout ira bien si vous y allez doucement. J'ai gratté la partie blessée et remis le fer en place. Je garde une petite trousse à outils sous le fourgon pour ce genre d'urgence. Il faisait frais et nous ne traînâmes pas pour prendre notre repas. Comme j'avais pris un petit déjeuner auparavant, je fis semblant de manger, d'autant que les événements qui venaient de se dérouler m'avaient perturbé. J'avais envie de remettre la librairie ambulante en route, d'emprunter à nouveau la grande voie au soleil et de prendre le temps de la réflexion. De toute façon, la carrière était un endroit désert et hostile. Mais avant de partir, nous explorâmes la grotte où les vagabonds s'étaient préparés à passer l'hiver. Ce n'était pas vraiment une grotte, mais plutôt une sorte de puits incrusté dans la falaise de granit. Un écran de branches de conifères protégeait l'ouverture contre les intempéries, et à l'intérieur se trouvaient des tas de sacs qui avaient manifestement servi de lit, ainsi que de nombreuses vieilles caisses en guise de tables et de chaises. Je remarquai avec amusement un morceau de miroir fissuré posé sur un coin de la roche. Même ces vauriens se souciaient de leur apparence personnelle. Pendant que le professeur jetait un dernier coup d'œil au sabot de Peg, je profitais de l'occasion pour arranger ma coiffure, qui ne ressemblait plus à rien. Même Andrew ne m'aurait pas reconnu. Nous guidâmes Peg sur la pente raide jusqu'au croisement où elle m'avait égaré, et nous regagnâmes enfin la route principale. C'est à ce moment-là que je pris la décision de montrer à Barberousse qui portait la culotte. « Écoutez-moi bien, professeur, il est hors de question que je vous laisse vous traîner jusqu'à Port-Vigor. Après la nuit que vous avez passée, vous avez besoin de repos. Vous allez gentiment vous poser à l'arrière et vous allonger pour une bonne sieste. Je vais vous conduire jusqu'à Woodbridge, où vous prendrez votre train. Donc, maintenant, allez vous installer sur la couchette. Quant à moi, je vais monter m'asseoir et tenir les rênes de cette librairie. »
Il rechigna sans trop insister. Je pense que ce petit nigaud était au bout du rouleau, ce qui n'avait rien d'étonnant. J'étais moi-même un peu groggy. En fin de compte, il se montra docile. Il monta dans le fourgon, enleva ses bottes et s'allongea sous une couverture. Bock le suivit et je pense qu'ils s'endormirent tous les deux en un rien de temps. Je montai sur le siège avant et je pris les rênes. J'empêchai Peg d'aller plus vite qu'au pas, car je voulais épargner son pied endolori. Juste ciel, quel magnifique panorama après la pluie. La route passait assez près du rivage et de temps en temps, je pouvais apercevoir l'eau. L'air était vif, pas seulement l'air ordinaire, anodin, que l'on inspire et expire sans y penser, mais une essence piquante et picotante, aussi puissante dans les narines que du camphre ou de l'ammoniac. Les rayons du soleil semblaient converger vers la librairie ambulante, et nous avancions sur la route blanche dans un halo doré. Les feuilles plates des cèdres se balançaient doucement dans l'air salé, et je me disais que pour la première fois en 10 ans, j'avais enfin le luxe de choisir mes mots pour décrire l'éclat d'une matinée. Je m'imaginais même les coucher sur papier, comme si j'étais Andrew ou Taureau. Je crains que le petit professeur un peu fêlé ne soit parvenu à m'inoculer son virus littéraire. Et puis je fis une chose inavouable. Sans y prendre garde, je mis la main dans la petite poche à côté du siège, là où Muffling gardait quelques bricoles. Je voulais simplement jeter un autre coup d'œil à sa carte, celle où se trouvait le poème. Et là, je tombais sur un drôle de petit carnet abîmé, manifestement oublié. Sur la couverture, on pouvait lire, écrite à l'encre, « Réflexion sur le malaise social ». Ce titre me paraissait vaguement familier. Il me semblait me souvenir de quelque chose de ce genre à l'époque où j'étais à l'école. Il y a plus de 20 ans, bonté divine. Bien sûr, si j'avais été mieux éduquée, j'aurais remis le carnet dans la petite poche sans l'ouvrir. Mais pour me justifier, je me souvins que j'avais acheté la librairie ambulante avec tout ce qu'elle contenait, en bloc, en totalité et sans entrer dans le détail, comme le disait Andrew. Et donc, le carnet était rempli de petites notes écrites au crayon, de l'écriture précise du professeur. Les mots étaient affadis et quelque peu salis, mais parfaitement lisibles. Je pus lire ceci. Je ne pense pas que Bock ou Peg se sentent jamais seuls, mais sur la tombe de Ben Gunn, moi, ça m'arrive. Ça peut paraître idiot quand Eric, Hans Anderson, Tennyson, Thoreau et toute une flopée de copains se promènent en permanence à mes côtés. Je les entends parler pendant que nous roulons. Mais les livres ne font que refléter la réalité du monde dans laquelle on vit. Et de temps en temps, on a soif de relations plus tangibles et plus humaines. Ça fait maintenant 8 ans que je suis tout seul, à l'exception de l'entracte avec Hunt, mais il est peut-être déjà mort sans avoir pris la peine de m'en faire part. Cette errance ne manque pas de charme, mais un jour elle devra prendre fin. Un homme a besoin de s'enraciner quelque part pour être vraiment heureux. Nous sommes les victimes absurdes de désirs contraires. Si un homme est établi dans un lieu, il aspire à errer. Quand il erre, il aspire à posséder une maison. Et pourtant, quelle que soit notre quête éperdue pour satisfaire nos désirs, toutes les grandes choses de la vie sont réalisées par des gens insatisfaits. Une vie accomplie est constituée de 3 ingrédients. Apprendre, gagner et désirer. Un homme devrait apprendre au fur et à mesure qu'il chemine, gagner son pain pour lui-même et pour les siens. Il devrait également désirer connaître l'inconnaissable. Quel beau poème ancien que La Poulie de George Herbert. Ces Élisabétains savaient écrire. Leur talent a peut-être été entaché par l'idée que les poèmes devaient être spirituels. Te souviens-tu que Bacon disait que la lecture des poètes rendait spirituel? Il donnait là un indice sur la littérature de son époque. Leurs jeux de mots et leurs calembours sont plutôt démodés de nos jours. Mais Seigneur, comme ils saisissaient le fond du problème, avec quelle bravoure et avec quelle déférence ils abordaient les problèmes de la vie.
Lorsque Dieu créa l'homme, dit George Herbert, il avait une coupe de bénédictions à portée de main. Il versa donc sur l'homme toutes les bénédictions en sa possession, force, beauté, sagesse, honneur, plaisir. Et puis il s'abstint de lui donner la dernière d'entre elles, qui est le repos, c'est-à-dire la satisfaction. Dieu savait que si l'homme était satisfait, il ne gagnerait jamais son chemin vers lui. Que l'homme demeure agité afin que si la bonté ne le dirige pas, puisse la lassitude le jeter en mon sein. J'écrirai un jour un roman sur ce thème et je l'appellerai La Poulie. Dans ce bas monde tragique et agité, il doit bien y avoir un endroit où l'on puisse enfin poser sa tête et se reposer. Certains l'appellent la mort, d'autres l'appellent Dieu. Mon idéal d'homme n'est pas Omar qui voulait briser en morceaux cette triste façon de vivre, puis la refaçonner pour qu'elle se rapproche du cœur. Le vieil Omar était un lâche, avec son pyjama de soie et son verre de vin. L'homme véritable, c'est celui dont parle George Herbert. Cet homme aguerri fait d'un bois sec, ce type chevronné qui fait vite et bien ce qu'il a à faire. Même s'il ne s'agit que de pelleter du charbon dans une fournaise, il sait équilibrer soigneusement sa pelle, balancer le charbon pile sur le feu et ne pas le renverser sur le sol. S'il ne s'agit que de fendre du bois d'allumage ou de faire rouler un tramway, il élève cette fonction à un niveau artistique. S'il ne s'agit que d'écrire un livre ou d'éplucher des pommes de terre, il peut y mettre le meilleur de lui-même. Et même s'il n'est qu'un vieux fou chauve de plus de 40 ans qui vend des livres sur une route de campagne, il peut en faire un idéal. Cette bonne vieille librairie ambulante aura été un terrain de jeu formidable. Je crois que je vais bientôt devoir l'abandonner. Je dois écrire mon livre, mais cette librairie aura été pour moi une véritable coupe de bénédiction. Le carnet contenait bien d'autres choses. Il était en effet à moitié plein de paragraphes annotés, de mémorandums et de bribes d'écriture. Des poèmes, me semble-t-il. Mais j'en avais assez lu. J'avais l'impression d'avoir trébuché à l'improviste sur le cœur blessé, courageux et solitaire du petit homme. Je crains de n'être qu'une créature ordinaire, insensible aux choses essentielles qui constituent la vie. Mais de temps à autre, comme tout le monde, je me retrouve confrontée à quelque chose qui me fait vibrer. Je compris que ce petit colporteur à la barbe rousse était comme un sachet de levure dans la grande et lourde pâte de l'humanité. Il avait voyagé en essayant de réaliser à sa manière ses idéaux de beauté. Je me sentis presque maternelle à son égard. J'aurais voulu lui dire combien je le comprenais. D'un autre côté, j'avais honte d'avoir fui mes propres tâches ménagères, ma cuisine, mon poulailler et ce bon vieil Andrew, colérique et distrait. Et puis je tombais dans une espèce de spleen. Je me promis, dès que je serais seule, de vendre cette librairie ambulante et de me dépêcher de retourner à la ferme. C'était ça ma vocation, ma bénédiction. Qu'est-ce qui m'avait pris à moi, forte femme dans la fleur de l'âge, de traîner le long des routes avec une charrette remplie de livres que je ne comprenais pas. Je remis le petit carnet dans sa cachette. J'aurais préféré mourir plutôt que d'avouer au professeur que je l'avais lu. Merci pour votre écoute. À bientôt pour la suite.